C'est ça qui est intéressant avec les objectifs. Vous pouvez aller au-delà de l'objectif. Et vous le ferez si vous menez les choses correctement. Vous dépasserez l'objectif. Ce n'est pas l'objectif en soi qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous devenez en poursuivant cet objectif. Et souvent, quand vous faites les choses correctement, vous arriverez à un moment où il sera temps d'atteindre l'objectif. Et là, vous vous direz, en fait, je ne veux même plus cet objectif. Je veux autre chose, mais il faut trouver la force de le faire. Et découvrez cette interview de Jim Shortkey, l'un des meilleurs vendeurs de voitures. Il a transformé son entreprise, qui était au bord de la faillite, en un empire prospère de plusieurs concessions, générant des millions par an. On va tout aborder. Dans cette vidéo, nous parlons aussi des états d'esprit et des mentors qui ont transformé sa vie et qui, selon lui, peuvent transformer la vôtre aussi. Jim, je te suis vraiment reconnaissant de prendre le temps de participer à l'émission. Je suis super content que tu prennes le temps de m'inviter à l'émission. J'adore ça. Je suis content d'être ici. Alors, je veux planter le décor. Et je lisais ton livre et j'ai vu ces deux statistiques qui, pour moi, résument vraiment l'une des nombreuses transformations que tu as vécues au cours de ta vie. Et ce sont les années 1998 et 2019. En 1998, la concession automobile de ta famille n'était qu'une seule concession. Oui, avec 40 employés et vendait environ 800 voitures neuves et d'occasion par an, c'est exact. Et en 2019, tu avais développé cela en 9 concessions, plus de 800 employés et plus de 15 000 voitures neuves et d'occasion vendues par an. C'est exact. Il y a beaucoup de principes qui ont rendu cela possible. Ce n'est pas comme si on pouvait simplement leur donner une seule solution et les laisser faire. Mais pour commencer, pouvez-vous nous ramener à ces premiers jours où vous dirigiez l'entreprise familiale, où en était votre état d'esprit et ce qui devait être corrigé? D'accord. Donc, mon père est le fondateur de l'entreprise. Je suis donc de la deuxième génération. L'entreprise a été fondée en 1974 et à cette époque, elle s'appelait Courtesy Oldsmobile Jeep. Donc c'est vraiment une entreprise qui aura bientôt 50 ans. J'ai toujours travaillé dans le secteur automobile, avec des petits boulots au lycée et à l'université. J'ai toujours voulu travailler dans l'automobile. J'ai toujours voulu vendre des voitures depuis mon plus jeune âge. Et c'était évidemment en grande partie à cause de mon père, vous savez. J'admirais mon père, je le mettais sur un piédestal. Je voulais être comme lui, ce genre de choses. Je veux dire, j'ai toujours voulu être vendeur de voitures. Donc vous savez, avançons jusqu'en 1979. J'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'ai un diplôme en économie et en mathématiques. Et moi, vous savez, les gens se demandaient « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et je disais que j'allais vendre des voitures. Ils répondaient « Quoi ? Tu vas aller travailler dans une concession ?» Oui, c'est tout ce que je voulais faire. Donc en 1979, je vendais des voitures. Et puis j'ai très bien réussi à vendre des voitures. Donc j'ai été promu dans l'entreprise. Et ainsi, j'ai poursuivi ma carrière. C'était principalement dans la vente. Donc j'étais vendeur et je dirigeais les ventes. Et à la fin de cette période, j'étais directeur des ventes. Mon père était le fondateur, le propriétaire et l'exploitant, et il gérait tout sauf les ventes, et il supervisait même les ventes aussi. Donc mon père est décédé très soudainement, le 24 mars 1996. Il est littéralement tombé raide mort à seulement 63 ans. Et donc, quel âge ? Aviez-vous à l'époque? Donc c'était en 1996. J'avais 39 ans, c'est ça ? Oui, 39 ans, oui. Et donc mon père me manque toujours. Je veux dire, j'ai vu mon père tous les jours, pendant toute ma carrière dans l'automobile, sauf au début. Je le voyais tous les jours. On se retrouvait à 8h30 le matin et on parlait du secteur automobile. Et tu sais, souvent, on parlait aussi de la vie, tu vois. Et puis, mon père est décédé. À ce moment-là, ma femme et moi possédions 24% des actions de la société. Donc, nous étions propriétaires, et j'étais le successeur désigné. Tout était organisé et légal pour que je dirige l'entreprise. Puis mon père décède. Et je dis souvent à Aaron, si j'avais su la moitié de ce que je pensais savoir quand mon père est décédé, j'aurais été sacrément intelligent. En réalité, je ne savais vraiment pas ce que je faisais, mais j'étais arrogant. Et donc, c'est une chose de ne pas savoir. Ça, c'est une chose, c'est une mauvaise idée. C'en est une autre de ne pas savoir, mais de penser qu'on sait. Ça s'appelle de l'arrogance, non ? Et donc, je ne voulais aucune aide, je ne voulais aucun conseil, je ne voulais aucune assistance. Beaucoup de gens m'ont contacté car mon père était très respecté dans l'automobile. Mais je ne voulais rien de tout ça. Je disais juste « je gère ». 2 ans plus tard, je suis au bord de la faillite. Un dimanche soir, ma sœur m'appelle pour dire que demain matin, à l'ouverture de la concession, le compte sera à découvert de 55 000 $. Les chèques seront refusés, excuse-moi. Et tu sais, c'était quelque chose de dévastateur, vraiment dévastateur, très déprimant, très triste. Je veux dire, c'est l'entreprise de mon père. Il l'a dirigée pendant 22 ans. Je la dirige depuis 2 ans. On est dans de gros ennuis.
Inutile de dire que je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis levé le lendemain matin, première chose, je suis allé à la banque. Je crois qu'il faut affronter ces problèmes de front, je suis allé à la banque. Et Al-Lazare était mon contact. Il m'a rejoint sur les marches. Il n'était même pas encore ouvert. J'étais là avant l'ouverture, comme on vient de le dire. Et il m'a vu là-bas tôt, et c'est un gros problème, un vrai souci. J'étais triste, j'étais déprimé. Je ne devrais pas dire déprimé, c'est un terme clinique, mais j'étais vraiment triste, vraiment bouleversé. Probablement anxieux. C'est probablement ça, anxieux. Oui, de l'anxiété. J'avais vraiment l'impression dans ma tête que c'était un échec de mon père. Comment ai-je pu faire ça? Le décevoir ainsi? Je le ressentais fortement. Son nom figurait sur le chèque car c'était Jim Shorty. Je suis Jim Shorty Jr., donc toujours Jim Shorty, puis mon fils, Jim Shorty le troisième. Donc bref, Al-Lazare m'a assuré que ces chèques ne seraient pas refusés, ce qui m'a vraiment soulagé. Merci beaucoup. J'ai emprunté 100 000 $ pour remettre l'entreprise à flot. Et je devais me remettre au travail. Donc maintenant, il était temps de se remettre au travail. Et j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide. Vraiment stupide, je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est pas de l'autodérision. C'est un fait, j'étais juste idiot. À l'époque, je lisais « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, publié en 1937 pendant la Grande Dépression, un livre sur comment devenir riche. Parce que si on y pense, pendant la Grande Dépression, les gens n'avaient pas d'argent. Et donc il a écrit ce livre, Napoleon Hill, pour donner aux gens l'opportunité, ou plutôt les conseils pour gagner de l'argent. N'est-ce pas? Donc j'ai ce livre. Je le lis, mais je ne le mets pas vraiment en pratique. Et je pense que beaucoup d'entre nous font ça. On lit un livre, puis on veut déjà en lire un autre. Mais finissons d'abord le premier, non. Je ne le mettais pas en pratique, puis je l'ai fait. À ce moment-là, bien que Napoleon Hill soit décédé depuis longtemps, j'ai eu une conversation spirituelle avec lui. Et j'ai dit, Napoleon Hill, si tu me sors de ce pétrin, et c'était vraiment un gros pétrin, je ferai exactement ce que tu me dis de faire. Je ferai tout à la lettre. Je ferai exactement ce que tu me dis de faire. Et premièrement. Et deuxièmement, je ne serai plus jamais arrogant, plus jamais, jamais, jamais. Et c'est ainsi que c'est devenu mon credo. C'est devenu mon appel aux armes, mon appel à l'action. Alors j'ai pris le livre. J'ai pris un stylo, j'ai pris un surligneur, j'ai commencé à tout faire dans les moindres détails. Et l'une des choses qui ressort, si vous avez lu le livre, l'une des choses qui ressort de façon très très importante dans le livre, c'est de chercher les conseils d'experts. Trouvez quelqu'un de plus intelligent que vous et discutez avec lui. Trouvez quelqu'un qui a fait ce que vous voulez faire et discutez avec lui. Je devrais préciser, quelqu'un qui l'a fait avec succès. Trouvez quelqu'un qui l'a fait avec succès, puis discutez avec lui. Dans cette optique, si vous êtes le plus intelligent dans la pièce, ce n'est pas la bonne pièce. Vous devez sortir de cette pièce. Vous devez être dans une pièce où vous êtes le gars le plus bête de la pièce, la fille la plus bête de la pièce, n'est-ce pas? C'est ce conseil que j'ai retenu de cela. C'était le credo. N'est-ce pas? Et c'est un peu un paradoxe où je pense que c'est, je ne sais pas si c'est Yogi Berra ou quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose comme « Je ne veux pas faire partie d'un club qui voudrait bien de moi », ce qui sous-entend que j'essaie d'atteindre les cercles les plus exclusifs, non pas parce que c'est une question de prestige. L'erreur, c'est de croire que c'est une question d'ego ou de prestige. Regardez comme je suis cool ici. C'est parce que les gens qui se regroupent vraiment et qui détiennent ces secrets, ce n'est pas forcément qu'ils veulent garder ces secrets, mais ils pourraient être complètement détruits s'ils s'exposaient totalement au public. Et si tu arrives à trouver ta place dans ces cercles, tu auras accès à une sagesse durement acquise. C'est incroyable, oui. Et donc c'est une réflexion intéressante en soi. Les personnes qui sont dans ces cercles sont tellement généreuses et prêtes à aider. Tu sais, elles veulent t'aider, elles veulent transmettre ces informations. Elles souhaitent t'en faire leur héritage, comme moi. C'est pourquoi j'agis ainsi. Bref, le message était de demander conseil à un expert, non? Je l'ai donc fait. Je suis allé voir Monsieur Hamilton, l'ancien associé de mon père. Réfléchis-y. Il y a 2 ans, j'étais monsieur arrogant. Maintenant, mec, j'ai honte. J'y vais la queue entre les jambes, chapeau à la main. Je suis allé voir Monsieur Hamilton. Et j'ai dit « Hé, Monsieur Hamilton, je ne sais pas ce que je fais. J'ai besoin d'aide. J'aimerais que vous me donniez une liste des 10 choses les plus importantes à faire pour réussir en tant que concessionnaire automobile. » Et il m'appelait James. Tout le monde m'appelait James. Les anciens m'appellent James. Les plus jeunes m'appellent Jimmy. Mes amis m'appellent Jimmy, mais lui m'appelle James. Il a dit « James, laisse-moi y penser. Reviens demain matin, j'aurai une liste. » Le lendemain, il avait une belle liste tapée à la machine. J'aurais aimé la voir pour vous la montrer. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais d'habitude, je garde ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, je reviens le lendemain matin, il me tend la liste, et je commence à suivre cette liste. Il travaillait aussi dans la vente automobile. Oui, Monsieur Hamilton était un homme très... Je suis désolé, oui.
Je suppose que les gens le savent. Monsieur Hamilton était un concessionnaire automobile très prospère, il a fait entrer mon père dans le secteur automobile, il a été le partenaire de mon père à une époque. Et lui, oui, il avait les bateaux, il avait les voitures, il avait les maisons, tout ce que je voulais. Je voulais être comme lui sur le plan financier et matériel. Il l'a tout simplement fait. Je vais le voir, il me donne la liste que je commence à exécuter. Voilà ce que j'ai fait. J'ai dit, voici cette liste, ces 10 choses. Donc si tu peux comprendre cette analogie, ou pour parler figurativement, voilà, ça c'est moi. Ça c'est mon aiguille. Quand elle était plate, mec, il n'y a presque pas de pouls, tu vois. Alors je commence à faire la liste et je vois ce truc commencer à bouger, mec. Je le vois. Je commence à faire la liste, je la fais, l'aiguille bouge. Je commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel et ce n'est pas un train qui arrive en face. Et je me dis, bon, c'est cool. Donc je retourne chercher d'autres idées. Monsieur Hamilton, encore une fois, vraiment génial. Et tout ça, c'est gratuit, au passage. Très généreux, il m'a donné davantage d'idées. Puis j'ai contacté Chrysler Financial, qui était à l'époque la branche financière de Jeep, via Jimmy Lone. Et ils sont arrivés. Et ils ont été tellement généreux et tellement gentils. Ils m'ont donné une autre excellente idée, sur laquelle nous n'avons pas le temps de revenir, mais c'était vraiment une excellente approche, n'est-ce pas ? J'ai aussi contacté Jimmy C. et Jim Kacharski, de grands amis de mon père. Je pense que c'est important dans les histoires, non ? Je vais voir Jim Kacharski, il m'envoie ça. Tu ne saurais même pas ce que c'est car tu es trop jeune. Des cassettes VHS, d'accord ? Ces trucs faisaient en cette taille, non ? Tu les mettais dedans, c'était une cassette vidéo, un guide sur la gestion d'une concession auto. Il y avait 4 modules et des cahiers d'exercices. Je les ai beaucoup regardés, je les ai usés à force de les passer en boucle. J'ai rejoint des groupes de réflexion réunissant des gens très performants et participé à des programmes de formation, m'impliquant davantage après avoir réalisé que je n'étais pas dans le bon environnement. Je parle à un expert comptable dans ce programme et j'ai rejoint des groupes de réflexion. J'ai aussi contacté Al Lazare, mon banquier. Que devrais-je faire maintenant, Al ? J'ai juste continué comme ça. Et donc avec le temps, j'ai développé cette liste, puis encore une autre, et elle est devenue de plus en plus grande. Et je n'ai fait que suivre ces listes. Tout ce que je faisais, c'était exécuter ces listes. Et donc, on est passé d'une faillite imminente, tu sais, comme tu l'as dit, 800 voitures par an, et c'était peut-être 1000. C'était dans cette fourchette, tu vois, 800 à 1000. Il y avait en fait 40 employés dans une seule concession, Courtesy Oldsmobile Jeep. Eh bien, à partir de là, oublions 2019, parce que je suis parti en 2016. Mais aujourd'hui, en suivant ces mêmes principes, ce que font mes enfants. Donc ma femme et moi avons transmis l'entreprise aux enfants en 2016. Pardon, en 2016, cela faisait partie de notre plan de succession. Donc nous nous sommes retirés, nous ne sommes plus propriétaires, nous ne possédons rien concernant les concessions automobiles, à part l'immobilier. D'accord ? Donc nous sommes sortis. Mes enfants, 4 enfants, Katie, Jim le 3e, Russell James et Daniel James possèdent tous la concession à 100% sans aucune participation de notre part. Donc nous ne prenons aucune décision. Nous ne sommes pas impliqués. Ils demandent parfois conseil, puis l'ignorent aussitôt. Je trouve ça stupide. Bref, aujourd'hui, ce groupe de concessions compte 17 concessions. Ils ont un groupe en Géorgie, ils ont un groupe de 5 concessions en Géorgie. Ils ont une concession assez grande à Boardman, dans l'Ohio. Et puis, ils viennent d'acheter une concession Toyota dans les North Hills. Donc, ils ont Toyota North Hills, Mitsubishi Kia et Chrysler Dodge Jeep Renchuck dans les North Hills, ainsi que 2 concessions Chevrolet. Donc ça fait environ 16 ou 17 concessions selon la façon dont ils comptent. Il y a plus de 1100 employés et ils vendent plus de 25 000 voitures par an. Voilà la puissance de ce dont nous parlons aujourd'hui. Revenons à la période de 2 ans où tu dirigeais l'entreprise que ton père avait construite, tes 2 premières années aux commandes avant d'avoir des mentors, alors que tu te dirigeais vers la faillite. Un instant, y a-t-il eu des erreurs simples, non forcées, qui étaient tellement évidentes avec le recul, mais que tu faisais quand même que ce soit, tu sais, vraiment dépenser trop dans un certain domaine ou te concentrer sur la mauvaise chose? Peux-tu simplement expliquer peut-être quelles sont certaines de ces choses qui doivent être clarifiées? Alors souviens-toi, mon père est mort, d'accord. Et c'était mon père. J'avais une admiration sans borne pour lui. Mais en même temps, je suis Jim Shorty Jr. Je vais faire en sorte que ce soit plus grand que jamais auparavant, n'est-ce pas? Je voulais que ce soit plus grand, non? Vendre plus de voitures, gagner plus d'argent, tout, toujours plus grand. Et donc, c'est ça l'erreur. D'accord. Donc, quand on dirige une entreprise, la chose la plus importante à laquelle nous devons faire attention en tant que propriétaire d'entreprise, c'est notre position de trésorerie, n'est-ce pas? Et donc, quand tu fais grandir cette entreprise, il faut plus de trésorerie pour la faire tourner.
Pendant ce temps, sans que je le sache parce que je ne comprenais pas, on brûlait de la trésorerie, n'est-ce pas? Et donc, en m'y plongeant, en me penchant sur la comptabilité, quand j'ai réalisé que la faillite était imminente, j'ai parlé à un expert comptable et je lui ai montré mes chiffres. J'étais en fait dans un séminaire de formation. Et moi, eh bien, c'est une longue réponse à une courte question. Non, c'est bien. Donc je l'ai fait. Dans ce séminaire de formation, ils nous ont fait faire un exercice. C'était dirigé par un expert comptable. Ils nous ont fait faire ce qu'on appelle un Z-factor. Et un Z-factor, ce sont 7 ratios différents sur votre état financier. Donc votre état financier se compose de votre bilan et de votre compte de résultat, n'est-ce pas? Donc vous prenez ces deux états et vous combinez ces ratios, il y en a 7, et cela donne ce qu'on appelle un Z-factor, et je ne me souviens plus quels sont ces ratios. C'était comme le ratio dette, revenu, vos actifs et d'autres choses de ce genre. Donc il y en a 7. Alors ils ont dit, d'accord, nous voulons que vous fassiez votre Z-factor. Et le Z-factor est une mesure de la solidité de votre entreprise, n'est-ce pas? Donc je fais le calcul, et il s'avère que c'est là que j'ai eu cette idée à propos de la faillite. Apparemment, ma faillite est imminente. Je me demande si j'ai fait une erreur. Pourtant, je suis plutôt matheux, non? Ouais. Je vérifie tout, je fais attention, j'efface, je fais tout. Faillite imminente. Je me dis, c'est quoi ce truc? Donc je suis vraiment contrarié, je suis triste, je suis déçu, tout ça. J'attends que tout le monde soit sorti de la pièce parce que c'est embarrassant, non? Pas besoin de lever la main. Ouais. Au fait, je suis meilleur que lui ici. Non. J'attends jusqu'à la fin, m'approche en larmes, dit mon numéro. Je lui ai dit que ça n'arriverait pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Je te garantis que ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu dois réduire la voilure. Et voilà ta réponse. Ouais, tu dois réduire la voilure. Je lui dis, de quoi tu parles? Tu dois tout réduire. Tu dois réduire les trombones. Si tu as un employé qui n'est quand pas nécessaire, tu dois t'en séparer. Tu dois couper tout ce que tu peux, la publicité ou n'importe quoi d'autre. Tu dois tellement réduire la voilure que ton point mort, qui est un chiffre important, soit assez bas pour que tu puisses vendre un nombre raisonnable de voitures, gagner de l'argent et commencer à reconstituer ta trésorerie. Revenir à la bonne position. En plus, si tu liquides des actifs dont tu n'as pas forcément besoin, tu mets aussi de l'argent à la banque. Donc c'est de ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc tout est arrivé en même temps, comme la faillite imminente et les moins 55 000 $ sur le compte en banque. Tout ça a explosé en même temps. Donc, mais ça serait la réponse à ta question. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrogant, monsieur, je sais tout. Prenons un peu de recul. Qu'ai-je appris après m'être fait botter les fesses? Abandonne ton arrogance, réduis la voilure et concentre-toi sur la gestion des dépenses, de la trésorerie et tout ce que je négligeais. Fait intéressant, on enchaîne les interviews de diverses entreprises récemment. Tu sais, en 2020, qui a été une année difficile pour tellement d'entreprises, sauf si tu étais comme Zoom ou, tu sais, Peloton ou quelques-unes de ces entreprises-là, ça a été vraiment dur pour beaucoup. Ce sont celles qui, d'une manière ou d'une autre, avaient déjà pris des coups durs auparavant. Oui. Ont vraiment su négocier. Par exemple, J.D. Ewing ou Aline, où certaines entreprises disaient « Nous n'avons licencié personne car à un moment, nous avons pris conscience qu'il fallait gérer strictement notre bilan et adopter une approche conservatrice. » Dans notre entreprise, quand on parle de notre première année, ce n'était pas tout à fait pareil, mais nous avions 27 000 $ de factures en retard de la part de nos clients existants. Oui, ce n'est pas bon, et pas assez d'argent pour la paix. Et je me souviens d'un sentiment similaire en regardant ces chiffres et en me disant « Mec, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire ici. » Et puis, tu sais, je parlais aux gens. C'est comme, voici comment tu rédiges réellement les conditions de ton contrat de vente. Voici comment tu envoies tes factures. Voici comment tu obtiens les fonds nécessaires. Et encore une fois, tu sais, tu ne peux pas traverser une expérience comme ça en gardant un ego complètement gonflé, à moins d'être peut-être un sociopathe, je ne sais pas. Ce serait vraiment la seule façon d'y arriver. Mon mot préféré à ce sujet, c'est pivote. Et donc je ne me soucie pas des circonstances extérieures. Je m'en fiche. Le Covid, c'était un appel à l'action, un appel aux armes. Je devais pivoter. Je devais effectuer un pivot. J'ai effectué mon pivot, c'était un pivot personnel, dans le sens où, d'accord, j'ai regardé la situation et je me suis dit, bon, c'est là, c'est courant, ça empire. Et j'ai commencé à analyser et je me suis dit, d'accord, eh bien, mon pivot était, que puis-je faire pour améliorer ma santé en me concentrant spécifiquement sur l'immunité? Et je me suis dit, d'accord, si je peux rendre mon système immunitaire vraiment, vraiment fort, alors je vais attraper le Covid et ce ne sera pas un gros problème, non? Eh bien, il s'avère que j'avais raison, non? En fait, la Covid n'est vraiment pas un gros problème pour la grande majorité de la population. En d'autres termes, bien plus de 90% des gens ont attrapé le Covid. Ils ont été malades, ils se sont rétablis et ils sont passés à autre chose.
Moi, personnellement, j'ai eu le Covid et ce n'était vraiment pas grave. Et je ne donne pas de conseils médicaux ici, d'accord? Je parle de mon expérience personnelle, mais pour moi, ce n'était pas grave. Maintenant, qu'est-ce que je faisais avant ça? Je faisais le jeûne intermittent. Je buvais du thé oolong. Je faisais de l'exercice physique. Je travaillais très sérieusement sur mon sommeil et je faisais des efforts pour réduire le stress. Je méditais et tu sais, différentes choses, sauna infrarouge, bain froid, flottaison et toutes ces différentes pratiques. J'ai eu ces idées et j'ai continué à les appliquer. Des idées, hein, mais il faut demander conseil à des experts, n'est-ce pas? Des idées, des listes, et donc je veux travailler là-dessus. Mais en attendant, avec ce changement de cap, je deviens plus sain, indépendamment du Covid-19. Donc si j'avais été à la tête d'une entreprise pendant le Covid-19, j'aurais effectué un changement de cap. Le Covid-19 est là, c'est un fait. Dire le contraire est insensé. Mais en même temps, que pouvons-nous faire pour tirer parti de cette situation afin de gérer notre entreprise de manière plus efficace? C'est ce que mes enfants ont fait. Et ils ont en fait développé une approche en ligne très très sérieuse et complète pour vendre des voitures. Ils n'étaient même pas capables d'ouvrir, puis ils ont pu, mais ils avaient déjà cette solution en ligne. Donc ils géraient les transactions en ligne, tous les photos en ligne et les discussions. Les gens arrivaient, les voitures étaient dans devant, nettoyées, prêtes à partir. En gros, ils avaient déjà un accord et ils n'avaient plus qu'à essayer la voiture. Donc ils venaient, essayaient avant la voiture et toute la paperasse était déjà faite. Et en fait, ça s'est révélé être une méthode très efficace pour vendre des voitures. Donc ils faisaient ça et ils vendaient vraiment très très bien parce qu'ils étaient prêts à les préparer. Entre-temps, l'ancienne méthode qui consistait à donner des coups de pied dans les pneus, à essayer les voitures et à aller chez Sherm, c'est revenu. Oui, ils sont revenus. Donc maintenant, ils ont deux approches pour le business. Donc à cause du Covid, et ça, ne me croyez pas, je ne me moque pas du Covid. Je ne suis pas là pour ça. Je sais que des gens sont morts ou très malades, certains le sont encore. Je ne minimise pas la situation, mais ce n'était pas sous mon contrôle. En tant que chef d'entreprise, ce n'est pas sous mon contrôle, et inutile de me laisser entraîner dans toute la politique, le dogme et la gestion du Covid. Je ne peux gérer ça qu'à titre personnel, et au niveau de notre entreprise qui, il faut l'admettre, est une grande entreprise, mais à l'échelle du monde, c'est une très petite entreprise. Vous savez, 1100 employés, ce n'est pas grand-chose. C'est sans doute une entreprise de taille moyenne à l'échelle mondiale. Nous pouvons donc contrôler la gestion de la situation, c'est notre choix. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce que j'ai fait. Et vous savez, c'est ce que nous avons fait pendant la grande récession, lorsque le président Obama était en fonction et que nous avons opéré un changement de cap. C'était incroyable, nous avons fait mieux pendant la grande récession. C'est là que nous avons appris cela. Tu parles d'adversité. Donc la grande récession, c'était la pire dépression, appelons-la ainsi, depuis la grande dépression. C'était très grave, 16 millions de voitures neuves ont été vendues avant la grande récession. L'année 2008, c'était 10 millions. Donc 6 millions d'acheteurs potentiels ont disparu du marché. Waouh! J'ai dit à mes équipes, écoutez, je ne parlerai pas des 6 millions partis, mais des 10 millions qui achèteront une voiture cette année. On ira les chercher. Et on va obtenir notre juste part, et même plus. Donc on va prendre une partie des vôtres, on va prendre une partie de celle de Anna, et on va prendre des parts de marché. Et donc on a eu cette idée, et pendant que tout le monde coupait, nous on dépensait. Et je me suis dit que si je pouvais traverser la grande récession et perdre de l'argent, tant que j'avais assez d'argent à perdre, ça irait pour moi. Je préfère éviter et au moins rentrer dans mes frais, voire gagner un peu. Mais j'ai eu cette idée. Le tournant, écoutez bien, s'appelait le plan de prospérité. Au départ, c'était le plan dépression, le plan récession. Et je l'ai changé. J'ai dit le plan de prospérité. Prospérons pendant cette période. Alors nous avons intensifié notre formation. Nous avons augmenté notre publicité. Nous avons amélioré notre service client. Nous avons tout augmenté. Et nous avons fini par gagner plus d'argent en 2008 que jamais dans l'histoire du groupe automobile familial Jim Schronki. Waouh! Et nous avons même répété cela en 2009. C'était incroyable. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous comprenez le champ de la concurrence, donc si vous avez 100 personnes avec qui vous êtes en concurrence, juste pour donner un chiffre. Et cet obstacle, le Covid-19, la grande récession, peu importe ce qui arrive, c'est une situation extérieure, ça arrive, 95% des gens abandonnent simplement et rentrent chez eux. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Beaucoup de gens ont abandonné, n'est-ce pas? Alors que nous n'avons pas abandonné. Et donc, quand vous n'abandonnez pas, si 95% abandonnent, devinez quoi? Votre champ de concurrence est maintenant réduit à 5 personnes. Là où il y en avait 100, il n'en reste plus que 5.
Et donc, vous pouvez créer une entreprise très très prospère dans un environnement extérieur très très tumultueux. C'est ce qui est arrivé à ceux qui ont su s'adapter, restaurants et entreprises, ils ont tout réussi. Et ça, vous savez, tout au long de l'histoire économique, la Grande Dépression, il y a d'autres exemples. Il est courant de dire que les récessions, les effondrements ou les crises financières sont des périodes où des fortunes se créent. Parce que si vous êtes préparé, vous n'auriez pas pu dépenser et accepter des pertes si vous n'aviez pas renforcé votre bilan et géré vos finances de façon rigoureuse les années précédentes. Donc vous avez une vision claire. Ce n'est pas comme si vous sautiez dans le vide. Vous y allez avec un plan précis et une conscience de ce qui peut être déployé de manière responsable pour saisir cette opportunité de croissance. Prendre cette opportunité alors que tout le monde a été frappé de plein fouet ou mis à terre. C'est là que la croissance la plus exceptionnelle se produit. Oui, les personnes, vraiment les gens d'affaires qui ont souffert pendant le Covid, excusez-moi, ou la grande récession, on peut choisir celle que vous voulez. C'est là qu'ils ont fait une erreur, donc une règle fondamentale de la comptabilité est que vous devriez avoir un minimum de 6 mois de fonds de roulement. Oui, de réserve minimum, de préférence 1 an. Et donc quand j'ai fait faillite, devinez quel était mon nombre de jours de fonds de roulement. 0. C'était négatif, n'est-ce pas? C'était 0. Et donc ce qui s'est passé, c'est que maintenant que j'avais compris ça, j'ai appris, vous savez, ce que vous ne savez pas vous fera du mal, au fait. Celui qui a dit que ce que vous ne savez pas ne vous fera pas de mal, c'est un vieux conseil bidon. N'y faites pas attention. Ce que vous ne savez pas vous fera du mal. Et donc ce que j'ai appris de la faillite imminente, et ensuite en avançant avec M. Hamilton, c'est que la trésorerie est reine. La trésorerie est reine. La trésorerie est reine. Et il faut avoir cette réserve de fonds de roulement. Donc 6 mois, ce sera le strict minimum. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc si vous dépensez, juste pour donner un chiffre, 100 000 $ par mois pour vos dépenses, sur votre rapport d'exploitation, 100 000 $ par mois, cela signifie que vous devez avoir 500 000 $ de liquidités non grevées à la banque, au minimum. Ainsi, si votre entreprise rencontre des difficultés, vous avez l'argent pour tenir. Donc, vous n'aviez pas l'argent. C'est ça. Oui, vous savez, et ce que vous deviez faire, le conseiller financier avisé irait attraper ces gens à la gorge et récupérerait votre fichu argent, n'est-ce pas? Exactement. Parce que cet argent doit servir à payer vos employés. Oui. Donc de toute façon, vous n'aviez pas l'argent pour payer vos employés. Et j'étais pareil, je suis avec vous dans la même situation. Donc, mais le plus prudent serait 12 mois, n'est-ce pas? Et donc je ne veux pas paraître prétentieux et je ne veux pas que cela soit mal interprété, mais j'étais prêt, au début de la grande récession, en 2008, à perdre 1 million de dollars. J'étais prêt à ça. J'ai dit cela à mes collaborateurs et ajouté « préférer perdre 500 000 ». Je leur ai dit ça. J'ai dit que, de préférence, et c'est écrit dans le document, j'aimerais vraiment perdre 100 000. Ce serait super, non? C'est comme ça que je pense. Ça paraît bizarre, non? Je vais perdre 100 000. Quoi? Nous avons continué car nous avions une bonne idée. Un plan en 24 points similaire à la liste dont nous avions parlé, détaillant nos actions. Et tu sais, par exemple, le service client. On va devenir des champions du service client. Si ça ne te plaît pas, il faut partir. Tu ne feras pas partie de ça, d'accord? On s'occupe de nos clients. On va leur offrir un super environnement. Ce ne sera pas une ambiance morose de récession. Alors on a fait des cookies aux pépites de chocolat, on a fait du popcorn, on mettait des ballons dans la salle d'exposition tous les jours et on passait de la musique entraînante dans la salle d'exposition. Donc quand les gens entraient, ils voyaient cet environnement qui était vraiment, vraiment positif. Et notre équipe, on avait des réunions de motivation tous les jours pour les booster, tu vois. Et puis on faisait de la formation. On a intensifié nos formations. Donc on s'est dit, ok, si on n'a pas de clients, alors formons-nous à fond. Et ma vision, c'était que quand on sortirait de cette période, je voulais être bien meilleur que je ne l'étais en y entrant. C'était ma vision. Donc la formation, et je me suis dit que si je continuais à faire de la publicité, voire même si je l'augmentais, j'aurais une telle présence sur le marché que quand la situation changerait, je serais en position d'en profiter. J'ai augmenté mes stocks, tu vois. Tout était agressif. Et il s'est avéré que j'avais raison. D'accord, il s'est avéré que j'avais raison. Donc on faisait tout ça et on avançait, et ce qui s'est passé pendant cette grande récession, c'est que la publicité, comme tout le monde s'est retiré, la plupart des gens se sont retirés, je pouvais acheter des espaces publicitaires qui coûtaient 1 $ pour 50 centimes. Donc mon retour sur investissement était doublé. Nous avions l'usine, il ne pouvait pas.
Ils ne pouvaient pas écouler les voitures, n'est-ce pas? Parce que personne n'en achetait, parce qu'1 million de personnes, ou pardon, 6 millions de personnes, sont partis. Donc il y avait des offres sur les voitures. J'ai donc obtenu ces offres sur les voitures. Genre, hé les gars, j'ai ces offres, venez nous voir. Donc j'augmente la publicité. J'ai les offres. J'ai formé les gens, j'ai préparé l'environnement quand ils sont arrivés. Donc pour faire court, nous faisions tourner notre entreprise. Nous ne pouvions pas nous occuper de tout le monde. Nous ne pouvions pas répondre au téléphone assez vite. Je me souviens d'une fois où j'étais assis dans une réunion de vente et ils ont dit et on annonçait les appels clients. Donc on était en réunion de vente. S'il y avait un appel de vente, le commercial quittait la réunion, n'est-ce pas? Et là, il y a eu une annonce au micro, ou plutôt la réceptionniste a dit « Appel de vente sur les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On n'arrivait pas à répondre aux appels. On n'arrivait pas à s'occuper de tous les clients. On a même fait venir ma femme et ma sœur pour parler aux clients. Ouais, c'était la grande récession. Ouais. Et on avait quelques personnes qui l'avaient dans les voitures. On les a fait venir juste pour parler aux clients. Dan Garber travaille encore à la concession où il vend des voitures. C'est un petit pivot, non? Ouais. Ici, il voit l'opportunité. Il lave des voitures. Il est arrivé et maintenant il vend des voitures et il a une belle carrière, tout ça grâce à la grande récession. Tu vois où je veux en venir? Absolument. Donc la grande récession était une opportunité. C'était une opportunité parce que tout le monde abandonnait. Tu comprends? Absolument. Et ce qui est évident depuis la première fois que j'ai parlé avec toi jusqu'à maintenant, c'est d'avoir le bon, comme tu veux l'appeler, état d'esprit, modèle mental, ensemble de, de stratégies pratiques pour faire face à n'importe quel problème que tu pourrais rencontrer. Que ce soit ta santé, ton entreprise ou ta vie personnelle, c'est comme ce fil conducteur auquel tu tiens énormément. Donc, je voudrais un peu revenir en arrière au moment où, dans le cadre de la planification successorale avec ta femme, tu as transmis l'entreprise à tes enfants. Explique-moi ton raisonnement à ce moment-là, puis passons à Rethink You et à tes activités actuelles. Donc j'avais cette vision. Encore une fois, tout tourne autour de la vision, des objectifs, n'est-ce pas? J'avais cette vision. Je savais que c'était moi, tu vois, et c'était, je veux dire, c'est moi qui dirigeais l'affaire. C'était moi qui étais aux commandes. Mais mes enfants, je leur ai dit très clairement, j'ai dit, les gars, ne me parlez pas du secteur automobile parce que j'adore ce secteur. Je vais vous convaincre d'y entrer. Donc si vous ne voulez pas en parler, n'en parlons pas. J'ai dit, ah mais si vous voulez vous lancer dans le secteur automobile, je ne veux pas être votre second choix. Je ne le permettrai pas. Je ne serai pas votre second choix. Je veux être votre premier choix. Et si ça ne vous plaît pas, alors allez faire autre chose. Et ils savaient ça, ils l'ont très bien compris. C'était juste moi, c'est moi qui décide. Je suis le dictateur. Je ne vais pas accepter ça. Je ne veux pas que tu partes ailleurs, que tu échoues, puis que tu dises « je vais aller traîner avec papa ». Non, ce n'est pas une formule pour réussir. Donc si tu veux être dans ce métier, je veux être ton premier choix. Et ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. Et ils se sont impliqués et ils ont adoré parce que nous dirigions cette super organisation. Donc Katie s'est impliquée et Jimmy s'est impliqué et Russell, mon fils, s'est impliqué. Et mon fils Daniel s'est impliqué. C'est le plus jeune d'entre eux. Donc ils sont tous impliqués et ils adorent ça. Je vérifie avec eux régulièrement, même maintenant. Alors, comment tu trouves ce que tu fais, mec? Mon Dieu, j'adore ça, j'aime vraiment ça. Mon fils, Russell, c'est le gars des maths. C'est l'expert comptable, tu sais, souviens-toi de ce que j'ai dit à propos des chiffres, mec. Le poste le plus important dans l'entreprise. Jim, mon fils, Jimmy, c'est le commercial. Il dira que tu seras assis là et qu'il vient d'acheter 5 voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui, le commercial. Matt, le mari de Katie, est comme un fils pour moi et ce gars-là. Katie est aussi impliquée, elle est en maman à plein temps. Elle est impliquée mais moins qu'avant. Cependant, tous restent très passionnés par l'entreprise. Daniel James, directeur des ventes à la concession Kia de Wexford, fait un excellent travail. Tout ce que j'entends à son sujet, c'est qu'il travaille plus dur que n'importe qui d'autre dans l'organisation. Et j'adore ça, je veux dire c'est un bosseur. Donc bref, j'avais cette vision d'impliquer mes 4 enfants dans l'entreprise. Daniel était très jeune à l'époque, alors j'ai dit, les gars, je vais obtenir 3 concessions, d'accord? C'était mon objectif. Pensez aux objectifs, d'accord? 3 concessions. Parce que je voulais en avoir une pour Katie, une pour Jim le 3e et une pour Russell James. Et j'ai dit maintenant c'est à vous d'obtenir la concession pour Daniel James. Je ne vais pas le faire, d'accord? Donc ma vision était qu'il y aurait 4 concessions. Katie en posséderait une, 51%, parce que l'une des choses, d'un point de vue comptable, par prudence, c'est qu'il faut posséder l'entreprise. Si vous êtes en partenariat, un partage 50-50 est généralement une mauvaise idée. Il vaut mieux garder le contrôle de l'entreprise, donc opter pour 51-49. C'est ce qu'on m'a appris et comment j'ai été formé.
Donc ma vision était Katie 51, Jim 51, Russell James et Daniel James. Ils auraient sauvé tous cette concession et ils en posséderaient 51. Et les 3 autres enfants posséderaient les 49% restants, répartis en 3 parts. Donc ils auraient 16 et quelque chose, 16 et un tiers, je crois. Donc ils posséderaient cette part-là. Et donc maintenant, on en arrive à ce point, on fait cette chose et je travaille sur l'organisation de ma succession. Amy et moi, je devrais dire. Je suis avec ma famille dans la pièce et pour ceux qui font de la planification successorale, c'est important d'avoir tout le monde réuni, n'est-ce pas ? Donc je les ai tous réunis dans la pièce et mon avocat, nous parlons de ce que nous voulons faire et je dis que c'est ma vision. Oui. Et les enfants ont dit « Nous ne voulons pas faire ça ». Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas le diviser comme ça. Et moi j'ai répondu « Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Ils ont dit « Nous voulons que ce soit, vous savez, que tout le monde possède une part de l'ensemble. » Personne n'est aux commandes, on réglera ça en famille. Et l'un de mes credos d'ailleurs, c'était qu'on doit pouvoir faire le dîner de Thanksgiving ensemble. Si on ne peut pas faire le dîner de Thanksgiving, j'arrête tout. On vend ce truc, je ne ferai pas ça. Si on brise la famille, ça n'arrivera pas de mon point de vue. Ça me tuerait. Ça tuerait ma femme, ce qui me tuerait aussi. Donc la famille, j'y dois rester unie. C'était le credo de base de tout ça. Mais bref, ils ont dit, on ne veut pas faire ça. J'ai répondu, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et ils voulaient simplement avoir une grande société mère et la diviser en 25, 25, 25, 25 ceux avec quoi je n'étais pas d'accord. J'ai dit, écoutez les gars, c'est votre affaire. Et donc, on avait littéralement cette conversation comme on le fait en ce moment. Et ils ont dit, d'accord, faisons-le. Il faut décider, non ? C'est dans la réflexion, n'est-ce pas ? D'accord, faisons-le. Entre-temps, Steve Seal, mon avocat, vient me voir et me dit qu'il y a cette affaire en ce moment. C'est un reste, ça. Nous sommes probablement en 2015, c'est un reste de... Non, pardon, c'était en 2013, je crois. Mais ça, c'est un reste de l'administration Bush, et ça expire fin d'année. Je crois que c'était en 2013, mais je ne suis pas sûr. Peu importe. Donc ils ont dit... Enfin, il a dit, vous pouvez donner tout votre patrimoine jusqu'à ce montant, qui était un chiffre assez élevé, ouais. Sans impôt sur la succession. Je lui ai dit, raconte-moi plus, ça continue sans fin. Donc ce que nous avons donné aux enfants, Amy et moi, excusez-moi, il n'y aurait pas d'impôt sur la succession, qui c'est brutal. En gros, une fois que vous dépassez un certain montant, c'est 50% genre, waouh, c'est vraiment dur. Ça peut vous mettre sur la paille. Mais perpétuité signifie aussi qu'ils peuvent le transmettre à la génération suivante sans droit de succession. J'ai omis de préciser cela, mais rappelez-vous, j'ai dit 3 concessions. À ce moment-là, j'en avais 6. C'est ça qui est intéressant avec les objectifs. Les gens pensent que l'objectif, c'est une limite, mais en réalité, on peut aller au-delà de l'objectif. Et vous le ferez si vous gérez ça correctement. Vous dépasserez l'objectif. Ce n'est pas comme si l'objectif était une fin en soi. L'objectif, c'est comme ce tableau-là, vous voyez ? Voilà, c'est ça l'objectif. Et Jim Rohn a dit que ce n'est pas l'objectif qui compte. L'objectif en soi n'est pas la clé. La clé, c'est ce que vous devenez en poursuivant cet objectif. Et souvent, quand vous faites les choses correctement, comme dans The Science of Getting Rich, vous arriverez à un moment où il sera temps d'atteindre l'objectif. Et là, vous vous direz, en fait, je ne veux même plus vraiment cet objectif. Je le veux, mais vous avez les moyens de le faire. Ça a du sens ? Notre amie commune Sarah Mackin, oui, dit qu'il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez fixer un objectif, mais c'est presque comme si vous mettiez une limite si l'objectif était juste ici et qu'il y avait de l'espace supplémentaire au-dessus. Et n'oubliez pas, et c'est pour ça que je ne crois pas vraiment au fait de se fixer de grands objectifs. Je ne crois pas. Et je sais que ça va sembler très étrange pour beaucoup de gens, mais oui, les grands objectifs sont intimidants. Comme si vous vouliez... Ça peut être décourageant s'il vous voit découragé. Oui, tu veux courir un marathon, n'est-ce pas ? Donc, et tu as l'air d'un coureur. Disons que tu veux courir un marathon. J'ai dit, dis-moi plus. Il a dit, je n'ai jamais couru auparavant. J'ai dit, oublie le marathon, commençons à courir. Fais les 5 km, ce n'est pas loin. Et cours les 5 km. Ou marche les 5 km. Tu n'as jamais couru. Peut-être que tu ne peux pas courir. Peut-être que ça ne va tout simplement pas marcher. Mais commençons par marcher les 5 km. Et même là, commençons par voir quelle distance tu parcours à pied actuellement. Je ne marche pas du tout. Commençons alors par marcher un demi-mile. Faisons les 5 km, puis avançons vers un autre objectif. Avec cette méthode, on pourra viser le marathon si on veut, mais arrivé au semi-marathon, on pourra décider que cela nous suffit. J'aime mon semi-marathon. Mais maintenant, je peux utiliser ce que j'ai appris sur la façon d'atteindre les 5 km, les 10 km, le semi-marathon, et je peux l'appliquer à mon amour. C'est la même formule. La formule ne change jamais. C'est la même formule. Commence par un objectif raisonnable, d'accord ? Tu dois avoir une raison qui te fasse pleurer. D'accord. Et ensuite, Marshall cherche les conseils d'un expert pour déterminer quelles sont les étapes à suivre pour atteindre l'objectif, puis commence à exécuter ces étapes. Et comme l'a dit Jim Rohn, ce n'est pas l'objectif qui compte, c'est ce que tu deviens en chemin.
Donc parce que tu as atteint l'objectif des 10 km, n'est-ce pas? Tu l'as accompli. Tu es maintenant expert pour atteindre les objectifs, tu peux donc appliquer ce savoir ailleurs. C'est ce que j'ai fait, et eux aussi. Pour revenir au sujet, il y avait 6 concessions à l'époque. On l'a fait, on a conclu l'affaire. C'est fait, on est parti. Et puis les enfants, enfin moi je suis parti à 6, tu vois. Ouais, et comme je l'ai dit, maintenant tu as entendu le chiffre, 17. Ce n'est pas seulement 17. Ils se sont développés dans d'autres secteurs. En fait, depuis que je suis parti, grâce à ces principes dans ce livre juste là, c'est 10 fois plus grand qu'à mon départ. 10 fois. Incroyable. Tu dois être tellement fier. Je suis tellement fier. Franchement, je te le dis, je n'ai même pas... Les gens me demandent, est-ce que tu voudrais y retourner un jour? Non, je ne veux pas, je suis bien. J'ai 65 ans. J'ai bossé comme un fou, je suis bien. Je ne veux pas y retourner. Est-ce que je suis envieux? Est-ce que je suis jaloux? Même pas un peu. Oui, à 100%. Allez-y les jeunes, je suis tellement fier, ça me fait pleurer. Ouais. Non, le plus grand héritage que je puisse laisser, c'est que cette entreprise survive pour les arrière-petits-enfants. Oui, et je suis là aussi. Oui, on en parlera. Non, j'ai un objectif audacieux sur le vieillissement, que tu connais sûrement car tu as lu ce que j'ai écrit. Approfondissons sur le pourquoi qui te fait pleurer, car tu l'as mentionné, mais c'est un concept puissant auquel beaucoup n'accèdent pas. Il y a 2 pourquoi. Le pourquoi et le pourquoi pas. J'analyse toujours selon ce que je veux ou non. Par exemple, en affaires, je ne veux pas la faillite imminente, donc je ne la fuis pas. Je veux garder ça juste devant moi, la faillite imminente, les larmes, la tristesse. Je ne veux jamais l'oublier parce que c'est très motivant pour moi. Je pense que dans mon monde, ce que je ne veux pas est plus motivant que ce que je veux. Mais au final, ça n'a pas vraiment d'importance parce que tout ça, c'est subjectif. En fait, je fais tout pour éviter ce que je ne veux pas. J'ai de forts instincts, comme la réaction de fuite ou de combat, que j'utilise pour m'éloigner de cela. Et ce que je veux est aussi très clair, et je vais courir vers ça. Donc je vais fuir ce que je ne veux pas et courir vers ce que je veux. Et si je fais les deux, j'y arriverai 2 fois plus vite parce que j'ai cette chose ici, qui est un lion, et j'ai cette chose là-bas, qui est ma femme, et je veux courir vers elle et m'éloigner de ce lion qui va me manger. Et après, il n'y a plus de femme, tu vois. Donc je veux fuir le lion, courir vers ma femme, ou je veux fuir la faillite imminente, courir vers le succès. Je veux fuir la maladie. J'ai la maladie, tu vois, vers la santé, tu comprends? Donc fuir la maladie, courir vers la santé. Je fais les deux. Quand je fixe mes objectifs, ma raison doit me faire pleurer. Je me demande sincèrement au moins 7 fois pourquoi c'est important, pourquoi ça compte, pourquoi ça me touche. Et aussi, pourquoi pas. Par exemple, mon objectif à long terme, c'est de vivre 122 ans, en bonne santé, heureux, en pleine forme et détendu. Quand j'aurai 80 ans aux États-Unis d'Amérique, tu te rends compte qu'il y a 50% de chances que Jim Shorkey ait la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas Jim Shorkey, ce n'est pas génétique, ce n'est pas la famille, c'est juste le chiffre. C'est comme ça, d'accord? Vérifie-le. Waouh, 50%. Donc j'ai étudié tout ce que je pouvais, la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que je peux faire pour la prévenir, la retarder, l'atténuer? Si je peux la prévenir, ça veut dire que je ne l'aurai pas du tout. Si je peux la retarder, je préfère l'avoir à 90 ans qu'à 80. Et si je peux l'atténuer, ça veut dire qu'elle ne sera peut-être pas aussi grave que chez quelqu'un d'autre. Donc prévenir, retarder, atténuer. Et donc il s'avère qu'il y a certaines choses que je dois faire pour ne pas avoir la maladie d'Alzheimer. Alors réfléchissez à ça. Il y a des choses que je dois faire pour ne pas avoir la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi des choses que je dois arrêter de faire. D'accord? Et c'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ma liste des choses à arrêter? Qu'est-ce qu'il y a sur ma liste d'objectifs? C'est pareil pour l'entreprise. Je devais arrêter d'être arrogant. Je devais arrêter de gaspiller de l'argent. Je devais arrêter beaucoup de choses. Et j'avais besoin d'obtenir cette liste de Monsieur Hamilton, qui était ma liste d'objectifs, n'est-ce pas? Donc j'ai fait les deux. Donc c'est une liste des choses à arrêter, c'est une liste d'objectifs, n'est-ce pas? Donc, mais pour revenir à l'objectif, si je n'ai pas de raisons qui me font pleurer pour atteindre cet objectif, et des raisons qui me font pleurer de ne pas l'atteindre, d'accord, alors des choses vont arriver. Elles vont me faire dérailler. Si mes raisons ne sont pas assez fortes, elles déraillent, non? La Covid-19 me revient donc en tête. Voilà pourquoi je veux rester en bonne santé. Donc, l'une de mes visions était, à ce moment-là, j'avais 64 ans et j'y ai réfléchi. Chez Rethink You 2.0, on appelle ça « réfléchir jusqu'au bout ». Je réfléchis beaucoup. J'ai l'esprit critique, n'est-ce pas? Donc j'ai cette vision où j'ai 64 ans, j'ai 94 ans, une vision très claire, limpide. Donc c'est dans 30 ans, n'est-ce pas? Donc toi et moi, on va être assis sur le porche de ma maison, n'est-ce pas? Et la vue est magnifique, on va être assis là. On va parler de tout ça, d'accord? Dans 30 ans, n'est-ce pas? Tu seras là d'ailleurs, tu vas t'occuper de toi. C'est mon plan d'action. Théo Long. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu dois y réfléchir, tu comprends? Je veux dire, est-ce que tu seras là quand ton arrière-petit-enfant se mariera? Tu seras là?
Ça donne à réfléchir, non? C'est bien. Parce que si tu continues à faire des bêtises, tu ne seras plus là. Ouais, tu seras... Mon père est mort à 63 ans. Il n'a pas vu un seul de ses arrière-petits-enfants, pas un seul, et il n'a pas connu plusieurs de ses petits-enfants. Je veux dire, il est juste mort à 63 ans. Alors, à 94 ans sur le perron, toi et moi on discute. Katie, ma fille, qui va avoir 70 ans maintenant, c'est difficile à croire. Donc elle est assise là avec nous, avec ma petite fille, Lila. Et ce n'est pas que Lila soit... J'ai 9 petits-enfants, mais Lila est là. Et donc Lila va avoir 41 ans, et je pense à la probabilité. Tu es du genre à t'intéresser aux probabilités? Ouais, super. Les taux de base, tout ce genre de choses. Pense à la probabilité, aux mathématiques, tu fais tout ça. Je me dis, d'accord, la probabilité dit qu'il est très probable qu'elle ait un enfant. Très probablement non, c'est ce que dit la probabilité. Sinon, avec mes 9 petits-enfants, j'aurai sûrement un arrière-arrière-petit-enfant. D'accord? Est-ce que je te fais pleurer maintenant? Je ressens quelque chose. Je ne pleure pas souvent, mais je ressens quand même. Alors maintenant, j'ai 94 ans. Je suis assis sur le porche. Toi et moi, on est assis. On est de bons amis. On discute ensemble. Katie est là. Elle se joint à la conversation. Lila est avec nous. Elle a 41 ans. Et il y a ce bébé qui a 3, 4, 5 ans. Peu importe, 6 mois. Mais je peux vivre ça. Pourquoi? Parce que j'ai bu le thé Oolong. Pourquoi? Parce que ma raison d'être à 94 ans me fait pleurer, bordel. Parce que je veux être là. Et ce n'est pas une question de probabilité. Non, la probabilité, tu vois. La probabilité dit qu'à 94 ans, je ne serai plus là. C'est ce que dit la probabilité. Donc toi et moi, on doit déjouer les probabilités. Ouais. Tu vois, comment on fait ça? La liste des choses à faire, la liste des choses à ne pas faire. Et tu dois faire des choses que les autres ne font pas, tu vois? Donc, dans chaque cas de l'histoire jusqu'à présent, pour vivre jusqu'à 95 ans, tu es une exception. Créer une entreprise de l'ampleur de celle que tu as bâtie fait de toi une exception, c'est vrai. Et tu attribues à des livres comme La science de l'enrichissement et Réfléchissez et devenez riche, ainsi qu'à certains autres livres, une grande influence pour avoir pu obtenir ce genre de résultats exceptionnels. Je suppose que ma question est la suivante. J'ai toujours été quelqu'un dont, je pense, le point faible était la vision. Je pouvais imaginer la vision de ce que notre entreprise Piper allait devenir à ses tout débuts, mais c'était assez flou. Ce n'était certainement pas comme quand Sarah dit « Nous allons être une entreprise de santé mentale, nous allons transformer la santé mentale de millions de personnes, améliorer leur vie, les rendre plus heureux. » C'est tellement simple et clair ce que ça va être. Tu peins un tableau, il y avait peut-être une certaine complexité et de la profondeur, mais tu pouvais vraiment le résumer en une idée très simple. Mon point faible a toujours été la vision. Au quotidien, j'ai généralement l'impression de savoir passer à l'action. Je peux gérer l'aspect tactique, comme voilà comment on ajuste ce petit indicateur. C'est comme ça qu'on optimise un peu ici. Et parfois, l'écart entre, tu sais, de la vision qui est là-haut et le fait que j'ai l'impression d'avoir une vraie capacité à avancer. Mais je suis sûr que si la vision était plus claire, là-haut dans les nuages, puis ici sur le terrain, ça me révélerait 20% du problème. Oui. Donc, peux-tu en parler un peu plus? Eh bien, dans le livre Réfléchissez et devenez riche, écrit en 1937, c'est incroyable ce livre. Vraiment. Et comme j'étudie d'autres livres aujourd'hui, encore à ce jour, je lis probablement en moyenne 4 à 5 livres par mois, tu vois, et je les lis. Je veux dire, je ne fais pas qu'écouter. Je lis, et si j'avais ce livre juste là, il serait souligné, surligné et marqué d'une étoile. Genre, waouh, regarde ça, c'est génial. Je lis en ce moment un livre qui s'appelle La molécule des émotions. Et je viens juste de finir un livre qui s'appelle La biologie de la croyance. Et donc, dans cette biologie de la croyance, il disait « Hé, tu dois lire ce livre ». Je me disais, mince, j'ai besoin d'un autre livre comme j'ai besoin de... Regarde tous ces livres, j'ai une pile aussi grande que ça. Le prochain livre que je vais lire porte sur la physique quantique. Imaginez un vendeur de voitures lisant un livre de physique quantique. C'est un peu ridicule. Tu as un diplôme en mathématiques. Allez, rends-toi un peu justice. Et la physique, c'est bien au-delà des maths. Je veux dire, c'est genre, waouh, mais je vais le lire, non? Ouais, ça stimule mon cerveau, ce qui est bénéfique en vieillissant, même jusqu'à 94 ans sur le porche. Dans Réfléchissez et devenez riche, je te dirai 2 ou 3 choses à ce sujet. Dans le chapitre sur le désir, il y a 6 étapes, d'accord? Et ces 6 étapes sont l'essence même du livre, en réalité. Et la première étape, c'est que tu dois avoir une idée claire et concise de ce que tu veux, claire et concise. Il insiste vraiment là-dessus. Tu dois avoir ça. Si tu ne l'as pas, alors tu dois l'obtenir. Tu dois t'arrêter et tu dois avoir ça, d'accord? C'est dans le livre. Napoléon Hill explique dans son livre « Voici une instruction que tu as sûrement manquée. Donc tu ne pratiques pas vraiment l'art de réfléchissez et devenez riche. » Et donc, je ne veux pas pointer du doigt ou être dans le jugement, mais non. Je suis lucide et je ne fais pas exception.
Personne ne fait ça. Pratiquement personne ne fait ça. Il vous le dit dans le livre, dans le chapitre sur l'imagination, il dit maintenant, et il dit « Lisez le livre de la première à la dernière page avant de le reposer ». C'est-à-dire juste avant de lire un autre livre. Donc vous n'allez pas le lire en un jour, mais lisez le livre de la première à la dernière page avant de le reposer, et faites-le 3 fois. D'accord, 3 fois avant toute autre activité d'étude ou de lecture, car après, vous ne voudrez plus arrêter. Donc je lis le livre sans faire ce que l'auteur recommande. Et puis je commence à faire ce que le gars me dit de faire. Et ça, c'était une des choses qui m'a dit de faire. Donc je me dis, je vais le faire, non? Et il y a d'autres choses, c'est tellement détaillé, tu vois? Et je fais tout ça. Je mets les points sur les i, je barre les t. J'ai fait tout ce que Napoléon Hill m'a demandé, non? Et avec Monsieur Hamilton aussi, et cette aiguille bouge, 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 bouge. Et donc je passe de la faillite. Imminente, mais pour l'instant j'ai un peu de répit. Je ne suis pas encore sorti d'affaires, mais j'y travaille. Dans ce chapitre sur l'imagination, il conseille de le lire 3 fois car ensuite, vous ne voudrez plus vous arrêter. Et je me dis, bon sang, je ne veux pas être le premier à m'arrêter. Genre, je ne veux pas, si je m'arrête, peut-être que tout ça s'effondre. Et donc, c'est presque comme une superstition, tu sais, on ne marche pas sur une fissure, sinon tu casses le dos de ta mère. Ce genre de choses. C'est comme, il dit ça, il m'a aidé. Les aiguilles bougent. Et c'est comme, je ne vais pas m'arrêter. Je t'ai dit combien de fois j'ai lu ce livre? J'ai vu dans le livre que c'était comme 113, mais maintenant tu en es à 145, 145, 145. 145. Et c'est intéressant. Tu vois, la main qui prend ce livre juste ici, The Science of Getting Rich, c'est comme si je le regardais, et je me disais, waouh. J'ignorais que devenir riche était une science, mais c'est le cas. Et je ne savais pas que améliorer sa santé était une science. Il s'avère que oui. Je ne savais pas non plus que détériorer sa santé était une science. Il s'avère que oui. Mais bref, la science de devenir riche, c'est le secret. J'ai toujours eu cette curiosité pour le secret. Le programme mental éprouvé pour une vie de richesse, Wallace D. Rawls. Certains sont rebutés par ce titre, comme par « réfléchissez et devenez riche », car ils associent la richesse uniquement à l'argent. Et oui, il s'agit d'argent, mais cela peut aussi être la santé. Cela peut aussi être l'amour. Cela peut être tout ce que vous voulez. Mais bref, donc le livre, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ce livre m'intrigue beaucoup. Donc j'ai lu le livre, et où voulais-je en venir? J'avais une idée. J'ai perdu le fil de ma pensée. Je crois que tu parlais du nombre de fois où tu l'as lu, du renforcement pour atteindre une vision. Oui, comme si quelque chose était renforcé pour atteindre une vision. Je suis désolé. Non, la main qui prend ce livre, le lit et fait ce que le livre te dit de faire, n'est pas la même main qui le repose. Biologiquement parlant, ce n'est pas la même main. Chimiquement parlant, ce n'est pas la même main. Épigénétiquement parlant, ce n'est pas la même main. Donc c'est une main différente. Tu changes. Alors tu le relis et devine quoi? Tu lis ce livre et tu dis « Je n'ai jamais lu ça avant. Qu'est-ce qu'il raconte ici ?» Je n'avais pas lu ça avant. Bon sang. Laisse-moi souligner ça, d'accord? Et puis la main qui reprend le livre n'est plus la même qu'avant. Donc à la 145e lecture, j'ai changé. Alors réfléchis-y. Le gars qui a lu ce livre la 145e fois comparé à la première fois, ce n'est pas le même gars. Je veux dire, et pour des raisons évidentes, j'ai 65 ans maintenant, alors que j'avais un autre âge à l'époque. Mais malgré tout, même en un jour, en un mois, la main change. Elle change vraiment. C'est un fait. Et donc, mais même au-delà de la science, il y a l'idée que mentalement aussi, tu changes. Donc ta perspective mentale est différente. Mais il s'avère que c'est bien plus profond que ça. C'est pour ça que j'ai continué à le lire. Et je ne le lis pas en ce moment. J'ai commencé à le lire pour la 146e fois alors que j'étais sur un autre projet. Cette biologie de la croyance, la physique quantique, tout cela m'intrigue vraiment. Et donc, en ce moment, je me plonge vraiment là-dedans. Et je lis, croyez-le ou non, je lisais, je ne l'ai pas terminé parce que je me suis plongé dans cette biologie de la croyance, mais je lisais le journal d'Anne Frank. Vous dites, eh bien, ce n'est pas un livre de motivation. Pourquoi diable lirais-tu un livre comme ça? Eh bien, tu sais quoi? C'était une chose vraiment horrible. Oui. Et je pense qu'on a besoin de se confronter à la méchanceté pour se dire « D'accord, je ne veux pas ça. Je ne veux plus jamais que ça arrive. C'était horrible, 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 horrible. » Et la fille était brillante, brillante. Elle avait 13 ou 14 ans. Et sa capacité à écrire incroyable. Une jeune fille brillante, vraiment brillante. J'ai trouvé cela très intriguant, pour le moins. Mais vous savez, ça m'apprend ce que je ne veux pas. C'est vraiment ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a cette idée
Dans le domaine du développement personnel dans lequel nous sommes, vous savez, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de lion. Ferme les yeux, bouge-toi les oreilles. Eh bien oui, il y a un lion. Et il est là dehors. Et tu ferais mieux de t'en occuper parce qu'il va te dévorer. Ouais. Donc je ne crois pas vraiment à ça. Je pense vraiment qu'une attitude mentale positive est une idée très importante, mais ne soyons pas dans le déni. Ouais. Il y a des problèmes. Amen. Alors, quand j'ai parfois réfléchi à certains de mes objectifs sur une plus longue période, l'un de mes objectifs est d'être capable de maintenir un haut niveau d'énergie jusqu'à un âge avancé. Parce que vous voyez certaines personnes qui, en vieillissant, ralentissent vraiment de façon significative. Et je ne suis pas du genre à nier les réalités de la biologie, à nier le passage du temps et la façon dont la vie va se dérouler. Mais pour le temps qu'il me reste, je veux maintenir un niveau d'énergie très élevé dans tout ce que je fais. Et les deux choses que j'ai essentiellement identifiées comme étant les facteurs qui y contribuent sont, premièrement, d'essayer vraiment d'être conscient de ma santé. Je pratique aussi le jeûne intermittent et j'applique certains des principes qui y sont liés. Je suis sûr que tu pourrais beaucoup m'apprendre dans ce domaine. Et puis aussi essayer de s'orienter vers un travail qui a du sens. Parce que si tu dis simplement à 63, 64, 65 ans, d'accord, pêcher et boire sur la plage pour moi pendant les prochaines décennies, pour moi, c'est déprimant. Pour d'autres, ça peut les enthousiasmer. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un chapitre ou un résultat particulièrement attrayant à entamer. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que tu as un peu parlé de l'aspect santé, mais il est aussi intéressant pour moi que, et j'ai utilisé ce terme lors de notre pré-entretien, quelqu'un qui est post-économique. Tu n'as plus ce besoin spécifique d'un résultat financier, la maison, le bateau, ce genre de choses n'est plus le sujet. Non. Le fait que tu démarres un nouveau projet, je le vois en partie comme une façon de redonner, mais aussi en partie pour entretenir ta propre énergie créative et ta vigueur. Peux-tu présenter le chapitre commencé avec Rethink, son objectif et tes ambitions? Eh bien, Soyons clairs ici. Tu sais, je veux dire, vraiment, ma vision, c'est que ce n'est pas à propos de moi. Ça ne peut pas être à propos de moi. Ça ne peut pas être à propos de moi. Et j'y reviendrai, mais ça ne peut pas être à propos de moi. Ça ne peut pas être la vision. Ça ne peut pas être la mission. Donc ce qui m'est arrivé, c'est que M. Hamilton est entré dans ma vie, tu vois, et il m'a accueilli à bras ouverts, ça me fait pleurer. Et c'était gratuit, tu vois. Et donc il a dit, ouais, voilà la liste, tu vois. Et puis Jimmy Long est arrivé et ils ont fait un vrai audit, ils ont vraiment audité mes comptes. C'était un audit de 30 et quelques mille dollars, gratuit, et ils l'ont fait 2 fois. Donc on va le faire aujourd'hui, on reviendra dans un an. Ils m'ont donné ma liste. Et tu vas revenir dans un an. On va revenir dans un an. On va le refaire et on verra. On verra les progrès que tu as faits. Je te garantis qu'ils pensaient qu'il n'y avait aucune chance que ce gars-là y arrive. Et c'est comme je vais vous montrer. Bref, donc Jimmy Long et Jim Kachorowski, et j'ai oublié mon bon ami qui est malheureusement décédé, mon comptable Tom Hugen. Et une histoire intéressante, je vais digresser une seconde. Donc je suis assis chez moi avec Chuck Bellina, qui a beaucoup contribué à Rethink You. Il est décédé d'un cancer du côlon à 51 ans il y a quelques années. Thanksgiving, le lendemain de Thanksgiving, en 2000. Et c'était vraiment quelqu'un de très très inspirant pour moi et il m'a beaucoup aidé à développer la genèse de toute cette idée. Je l'ai coaché et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. En résumé, on était assis dans ma salle à manger, comme maintenant. Et on parlait de faillite imminente et tout ça, et lui j'ai dit « Chuck, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tout comme toi, tu ne me crois probablement pas non plus. » Ce n'est pas... ouais, pour moi aussi, c'est un peu difficile à croire, vraiment. Je veux dire, regarde-toi en ce moment. Regarde la maison. Non, tu sais, d'accord. Alors j'ai appelé Tom Egan. J'ai dit des Tom étaient très irrévérencieux et lançaient des gros mots comme personne. J'ai appelé Tom Egan et précisé « Tom, tu es sur haut-parleur, fais attention à ton langage. » Et j'ai dit « Laisse-moi te poser une question, Tom. Quand toi et moi... » Il m'a rejoint à ce moment-là. J'ai dû renvoyer le comptable de mon père, car il ne me rendait pas correctement compte de ce qui se passait avec la comptabilité, tu vois. Et donc j'ai dû prendre la décision, j'ai fait venir Tom Egan sur la recommandation d'un très bon ami de mon père. Donc il arrive et on fait notre travail. Donc voilà, Chuck était encore vivant, c'était il y a environ 3 ans, et il est à la table de la salle à manger. Et j'ai dit, Chuck, j'ai dit, Tom, j'ai dit, quand tu es arrivé à la concession, est-ce que la faillite était imminente ? Il a commencé à rire. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu « Tu étais bien au-delà de la faillite, prêt à tomber d'une falaise. » Ce sont ses mots exacts.
J'ai répondu « D'accord, Tom. Laisse-moi te poser une question. Tu pensais que je m'en sortirais ?» Et il a dit « Il n'y avait aucune putain de chance. On n'a pas vraiment édulcoré ça. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune putain de chance. » « Tu n'allais pas t'en sortir. » J'ai dit « On dirait qu'on l'a fait, Tom. » Il a répondu oui. À ce moment-là, j'avais déjà quitté le métier. Mais bref, donc Tom Huggin, Jim Kotarski, Jimmy Lone, Monsieur Hamilton, Al Lazar, et ainsi de suite. Et donc j'ai tellement réussi. Et je reçois ces trophées, ces récompenses, ces accolades, pour ces tapes dans le dos. Et Jim, tu es quelqu'un, je suis un gourou et tout ça. Je suis le roi du business automobile, le meilleur concessionnaire d'Amérique, tous ces éloges. Au fond, je savais que le mérite ne me revenait pas. Ce n'était pas moi, mais les mentors. À l'époque, j'ai noté dans mon journal que je créerais un jour cette entreprise. Je ne connais pas la date exacte. Et l'idée derrière l'entreprise sera, vous savez, donner un poisson à une femme et elle mangera un jour. Mais si je lui apprends à pêcher, elle mangera toute sa vie. Donner un poisson à un homme le nourrit un jour, lui apprendre à pêcher le nourrit toute sa vie. C'était le thème principal qui me tenait à cœur et me fait pleurer. Je sentais que si j'emportais cette information dans la tombe avec moi, je serais vraiment, vraiment égoïste. Ouais, je ferais partie des personnes les plus égoïstes de la planète, et je ne voulais pas que ce soit mon héritage. Et donc j'ai eu cette idée, vous savez, comme sur le perron avec toi et Katie, et à 94 ans, eh bien, j'avais déjà eu cette idée. Et je crois que c'était vers 2000, disons 4 ou 5. Il faudrait que je vérifie, c'est dans mon journal, mais ce n'est pas important. Avant, j'imaginais créer cette entreprise un jour. Maintenant que j'ai quitté ce métier, c'est le bon moment pour me lancer. C'est le moment. Je dois partager ces informations. C'est ainsi que tout a commencé. Et j'ai tellement de choses en tête que je veux dire que, tu sais, il faudrait qu'on en fasse 10 autres comme ça, non ? Il y a tellement de choses que je veux dire et qui doivent être dites. J'imagine donc les deux autres choses en tant qu'observateur extérieur, tu sais, on vient juste de se rencontrer. Je ne te connais pas très bien, mais en écoutant ton histoire et beaucoup d'autres histoires comme celle-ci, il y a deux choses qui me frappent vraiment. Pour moi, avec la disparition soudaine ou en tout cas inattendue de ton père, tu n'étais peut-être pas aussi préparé qu'il l'aurait souhaité parce qu'il voulait encore te garder sous son aile plus longtemps et pouvoir t'apporter sa sagesse et ses conseils. J'ai appelé mon père hier pour lui demander des conseils. Donc, j'interprète aussi ta volonté de préparer ta succession et de la transmettre à tes enfants. Tu seras absolument toujours là. Et la création de secours. Ce n'est pas seulement pour tes enfants. Tu as sûrement entendu parler de Randy Pausch et sa dernière conférence. Mon Dieu, oui. Donc, de la même manière. Alors là, tu vas me faire pleurer. Oui, j'ai lu le livre plusieurs fois et j'ai regardé le. Tu crois que la conférence t'est destinée, mais à la fin, il révèle que c'est pour ses enfants, car il veut leur transmettre cela. C'est beau, dans le même esprit. Carnegie Mellon, amen. Tu as cette perspective plus large d'essayer d'aider autant de personnes que possible avec tes connaissances. Mais aussi, tu sais, pour tes enfants, alors qu'ils prennent le relais à court terme, puis tes petits-enfants et finalement tes arrière-petits-enfants qui rejoindront cette entreprise familiale. S'ils le souhaitent, ils auront toutes les ressources que tu pourrais leur offrir pour éviter les mêmes erreurs et être capables d'atteindre des sommets encore plus grands. Oui, il n'y a aucun doute. Et donc il y a plusieurs choses à ce sujet. D'accord, il y a encore plus que ça. Alors premièrement, mon père est mort en travaillant. Et d'ailleurs, Monsieur Hamill aussi. Il a vécu jusqu'à 89 ans, mais il avait 89 ans. Je me souviens d'être allé lui rendre visite, et je lui rendais souvent visite. Il est dans son bureau en train de signer des chèques. Et je me disais, tu as 89 ans, il est sous oxygène. Il signe des chèques. Je me demandais pourquoi, sans le dire car c'était mon mentor et je voulais rester respectueux. Mais je ne voulais pas faire pareil. Ouais, je ne veux pas ça. Mon père est mort en travaillant à 63 ans, littéralement tombé raide mort. C'était fini pour lui. Monsieur Hamlin est décédé à 89 ans après une vie de travail et de succès. Tu sais, tu as peut-être raison, il faut un but. Mais à 82 ans, je vais m'asseoir sur la plage, boire un verre, je l'ai mérité, non ? Mais lui ne l'a pas fait, il signait des chèques. Je me suis dit que je ne ferais pas ça à mes enfants. La motivation était aussi d'apprendre de la négativité liée à cette histoire de mourir en travaillant. C'était une chose que je ne voulais clairement pas faire. Ensuite, il y avait le manque d'éducation. Exactement. Je voulais leur donner les moyens pour qu'ils puissent, premièrement, apprendre quoi faire, mais aussi apprendre quoi ne pas faire. Et qu'ils transmettent cela à leur organisation. Ils ont ainsi multiplié l'entreprise par 10 grâce à ces principes. Maintenant, cela devient un héritage pour les petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Mais en même temps, je veux être très clair à ce sujet parce que, vous savez, je suis quelqu'un qui voit grand et je pense en termes de millions, n'est-ce pas? 1 million, 100 000, 50 millions. Et donc, avec ce projet que je mène, qui s'appelle Results from Thinking 2.0, pardon, Rethink You 2.0 et Results from Thinking, je sais que ça va devenir très grand. Je le sais déjà, le message est trop puissant pour qu'on l'arrête, n'est-ce pas? Je ne pourrai pas l'arrêter. Je précise que ce n'est pas ma vision. Je dois rester vigilant car je vois grand. 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions. Des scènes, des stades pleins, tout ça. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est une seule personne très importante que je peux toucher. Et c'est tout. Donc, pour cette personne très importante, tout ce que je demande, ce sont les histoires. Je veux juste ton histoire, tu vois. Si cette personne devient 10, c'est 10 fois plus de joie. Ma joie vient des histoires, tu comprends? Ce n'est pas une question d'argent pour moi, mais d'histoire. Donc si cette personne devient 10 ou devient 100 ou devient 1 million, d'accord? Je veux vraiment faire très très attention à ne pas perdre de vue le fait qu'il s'agit à chaque fois d'une personne très importante parce que c'est un véritable être humain en face de moi. Et tu sais, si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, provoquer un changement de vie, un changement de direction pour cette personne, c'est ça la joie, n'est-ce pas? Pour être, tu sais, j'appelle ça mon test des funérailles, d'accord? Donc mon test des funérailles, c'est que j'ai atteint mon objectif. 122 ans en bonne santé, heureux, des années formidables et relaxantes. J'ai 122 ans, tu sais, et je tombe raide mort à 122 ans. Je m'écroule tout simplement, et je meurs. Quelle belle façon de partir, non? Alors maintenant, je suis dans le trou à 122 ans, et cette personne s'approche de mon trou et me regarde, et il a sa femme, ou elle a son mari, ou ils ont leur partenaire, peu importe le cas. Ils sont en groupe, tu vois, un groupe est cela. Et tu vois ce gars-là? Ce gars dans ce trou, ce gars-là a changé ma vie. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, la voiture, le bateau, la maison de vacances, les voyages, la mission que nous avons établie, tout ce que nous avons, c'est grâce à ce gars-là. Eh bien, tu vois, c'est une vie bien vécue pour cette personne-là. Et plus il y a de gens qui viennent et qui disent ça, mieux la vie a été vécue. Alors, qui vient et à quel point la file est longue? La deuxième question du test des funérailles. Quelqu'un vient et dit « Je veux juste m'assurer que ce gars est bien mort car c'était un vrai connard. » Je le détestais, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je veux juste vérifier qu'il est mort. Ok, je pars. Et si de plus en plus de gens disent ça, voilà mon héritage. Ouais, et c'est un mauvais héritage, non? Ouais, c'était un idiot, il était cupide, il était comme ci, il était comme ça, c'était un crétin, il était grossier. Tu sais, si tu veux juger le caractère des gens, regarde comment ils traitent les serveurs et les serveuses. Regarde ça. Tu te diras, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je ne veux pas m'en mêler. J'adore les serveurs et serveuses. Je ne veux pas être Jim Shortkey, Monsieur Gros Bonnet, tu sais. Je suis là pour prendre mon repas et pour être très gentil et très courtois. Et je complimente les gens. Mec, tu fais un super boulot. Par exemple, j'étais chez Johnny Gruel, j'ai pris du kombucha, tu te souviens du kombucha? Ouais, j'ai pris du kombucha et en passant à la caisse, il y avait un jeune homme et je lui ai dit « Mec, tu as fait du bon boulot. Beau travail, mec, tu vois ?» Et je fais ça à chaque fois. Pas parce que c'est pour me mettre en avant. Je pense que les gens ont besoin de reconnaissance, tu vois. Et c'est rare, c'est bien plus rare que ce que les gens pensent. On passe à la caisse, on fait le truc, tout en étant sur notre téléphone, ouais. C'est genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pose le téléphone. Tu as vu ce que j'ai fait quand j'ai dit, mon téléphone est éteint. Je ne veux pas de ce truc, je te respecte. Quand j'ai pris ce téléphone, je me suis dépêché, j'ai regardé une conférence TED à ce sujet. Attends une seconde, Aaron. Je suis en train de dire que tu n'es pas important. Ouais, ça, c'est plus important que toi. Et c'est ce que le gars, c'était en fait Simon Sinek. Tu l'as déjà entendu. Ouais, il dit que quand tu entres dans une pièce avec ça à la main, tu es en train de dire que personne d'autre au monde n'a d'importance à part toi. Ouais, et j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, d'accord, quand je suis avec mes petits-enfants, le téléphone reste dans la voiture. Je laisse mon téléphone à la maison. Désolé Aaron, j'ai raté ton appel. Parfois je tarde à répondre, je jouais sûrement au Scrabble avec Amy. Tu comprends? C'est important. Si je joue au Scrabble et que je regarde mon téléphone, c'est comme si elle ne comptait pas. Je le dis malheureusement, je décroche et je consulte mon téléphone. J'ai l'impression d'être très important. Quelqu'un m'a liké sur Facebook. Il faut que je voie ça tout de suite. Je suis une grosse pointure. Non, mon téléphone est dans ma voiture, pas avec moi. Et moi, ce jeune homme est très gentil, très sympa, il fait un super boulot. Et tu as fait du bon boulot, mec. C'est tout ce qu'il faut. Tu vois, donc je veux que ce soit ça, mon héritage. Amen. Eh bien, c'est la note parfaite pour conclure.
Je suis certain que nous referons ça à un moment donné dans le futur, Jim, parce qu'il y a encore beaucoup d'esprits à explorer ensemble. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce projet, Rethink You, sur toutes ces choses que tu fais, quel lien peut-on donner aux gens pour qu'ils aillent voir? Eh bien, nous en avons une qui est très simple. Elle s'appelle Goal Achiever Community. Il y a actuellement 1400 personnes dans cette communauté. Allez sur Facebook, cherchez Goal Achiever Community dans les groupes et faites une demande pour rejoindre ce groupe privé. Nous acceptons tout le monde. Et quand quelqu'un montre une image de pornographie ou autre chose, on l'exclut, vous savez, c'est comme ça que ça marche. C'est une bonne règle. Exactement. Oui, on ne veut pas de bêtises. Mais par exemple, quelqu'un a posté hier dans notre groupe, elle faisait de la publicité pour des offres d'emploi. C'était une jeune femme. Elle travaille pour eux, ils ont ses postes disponibles. Je lui ai tout de suite envoyé un message, c'est un super message. Merci. Parce que les gens de notre communauté, peut-être que quelqu'un cherche un emploi, non? C'est ce genre de choses que j'aime, vous voyez? Ou autre. Donc on veut que les gens rejoignent le groupe, et s'ils postent n'importe quoi, ils vont se faire exclure. Mais s'ils vendent quelque chose avec lequel on est plutôt d'accord et qu'on aime bien, alors oui, on va les laisser faire, non? Mais bref, il y a 1400 personnes dans notre Goal Achiever Community. Notre site s'appelle Results from Thinking, d'accord? Merci pour le bug, Derek l'a réparé, je crois. Mais on ne sait pas, n'est-ce pas? Je ne télécharge pas le livre, je l'ai déjà lu. Et bref, donc, mes Results from Thinking, tout attaché. Et puis, notre programme de développement personnel s'appelle Rethink You 2.0, et c'est vraiment formidable. En fait, Sarah McKean en fait partie. Et parce que c'est une femme qui a fait ce que je lui ai dit de faire, et qui a eu un succès incroyable grâce à mes conseils, ainsi qu'à ceux de beaucoup d'autres personnes. Donc, je ne suis pas le seul. Mais elle en fait partie. Et elle intervient même. Donc en fait, je suis désolé, c'est un cours vidéo accompagné d'un cahier d'exercices. Et c'est moi-même, Derek Kelly, ainsi que beaucoup de nos étudiants. Et je dirais probablement 6 si je devais deviner, étudiants dont certains enseignent réellement dans le programme. Et puis, ils commandent simplement ce qui s'est passé, d'accord? Suite à tout ça. Donc ça s'appelle Rethink You 2.0 et ça coûte $397. Et vous savez, la question que je poserai aux gens, parce que parfois les gens se concentrent vraiment sur les $397. Je veux dire, vous savez, ne vous concentrez pas sur ce que ça vous coûte de le faire. Concentrons-nous sur ce que ça vous coûte de ne pas le faire. Et si j'ai raison, ça pourrait valoir $3 900 000, non? Et si c'était le cas? Cela vous a coûté plus de 3 millions, mais peut-être que ça en vaut la peine. Combien vous a coûté le premier exemplaire de Réfléchissez et devenez riche? $15. Si je devais deviner. Alors, ça vaut combien? Vraiment? Combien ça t'a coûté? 12. Je ne sais même pas, ouais. Donc ce n'est pas que ça te coûte 12, mais si tu ne le lis pas, ça te coûte 1 million. Ouais. Et peut-être que ce n'est pas 1 million parce qu'on parle de gros chiffres ici, mais peut-être que ça te coûte $100, non? Ouais. Un investissement de $12, c'est un sacré retour sur investissement. Un sacré retour sur investissement. Ce livre vaut 1 100 000 par an, tout ce que tu veux. Si tu fais ce que l'homme dit, tu deviendras riche d'une façon ou d'une autre. Et rappelle-toi, tu sais, tu n'as peut-être pas envie de devenir riche financièrement. Moi, oui, je vais être franc avec toi. Moi, oui, je n'ai aucun scrupule à le dire. Je pense que l'argent est important. Je voulais avoir assez d'argent pour faire les choses que je voulais faire, quand je voulais les faire, sans me soucier de rien. Et voilà. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai dû changer ma façon de penser. J'ai une affirmation que tu ne veux sûrement pas que je partage, mais c'était à propos de... Vas-y, partage-la, d'accord. L'affirmation disait que j'ai grandi en pensant que l'argent est la racine de tout mal, ce qui n'est même pas la citation exacte. Cette phrase a été mal interprétée depuis des siècles, mais laissons cela de côté. L'argent n'est pas la racine de tout mal, ce n'est tout simplement pas vrai. Ou l'amour de l'argent, excuse-moi, ce n'est pas vrai non plus. Si tu lis et que tu analyses vraiment, tu verras que c'est le cas. Bref, l'argent, c'est... Tu n'aimes pas l'argent. Tu ne le fais pas. Comment vas-tu obtenir quelque chose si tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Donc j'ai développé cette affirmation moi-même à partir de ces gars-là, et l'affirmation est celle-ci, d'accord? J'aime l'argent. J'aime gagner de l'argent. Je suis une machine à gagner de l'argent. Je suis un aimant à argent. J'attire l'argent vers moi. Oui, c'est vrai. Merci pour tout cet argent. Et j'ai répété ça 1 million de fois. J'ai changé ma façon de voir l'argent, car il est important. Ainsi, si je m'engage dans cette cause ici et maintenant, je n'en tire aucun revenu. Je dépense de l'argent pour ça. Je paie de l'argent chaque année, chaque mois, excusez-moi, pour faire avancer ce projet Rethink You. Ça me coûte beaucoup d'argent, et je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais vous savez, l'argent est important. Et pour ceux d'entre vous dans votre public qui pensent que ça ne l'est pas, vous faites une erreur catégorique parce que c'est important.
Et tout comme je peux, je veux dire, je pense que si je vous demandais, si je vous disais maintenant, comment tu trouves ta maison? Eh bien, j'adore ma maison. Eh bien, n'est-ce pas la même chose? Tu l'aimes comment? J'adore ma voiture. Et toi, tu as quoi comme voiture? J'ai une Honda CR-V, ouais. J'adore ma voiture. Tu l'aimes? Elle fait le boulot. Tu l'adores? Je l'aime bien. Et l'amour alors? Je vois, c'est d'accord. Tu peux simplement dire, je ne suis pas un grand fan de voitures. Eh, qu'est-ce que tu aimes? J'aime ma famille. J'aime la maison au bord du lac de mon ami. J'ai un ami c'est juste la maison parfaite au bord du lac. Illégal. 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 Nous ne pouvons pas aimer cela. On ne peut pas aimer les choses matérielles. C'est contre les règles. Pourquoi? Qui a fait ces règles? Tu sais? Donc, c'est ce que je dis. Genre, j'adore ça. Où est la maison au bord du lac? C'est à Atlanta. Wow. On est où? We have dealerships in Gainesville. Je vais à Chips à Gainesville, j'ai oublié le nom. Je chercherai plus tard. C'est l'autre, pas le Lanier qui est le plus grand. Ils sont au deuxième plus grand. Oui, je pense que c'est là que se trouve le lac Lanier. Eh bien, cool. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? rien. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que c'est gratuit, non? C'est gratuit. Y aller et rentrer ne coûte rien et tu n'es pas obligé de manger sur place ni d'aller au restaurant. Donc c'est gratuit? Non, ce ne l'est pas. Peut-être que la maison est choix gratuite car c'est ton ami, mais non, ce n'est pas gratuit. Mais je veux dire, c'est ça l'idée. Je veux avoir leur capacité à recevoir comme ça. Et ils hébergent cet ami, cet autre ami, ce membre de la famille, cet autre membre de la famille. C'est l'objectif. Donc c'est une de mes choses. Oui. Ça coûtera de l'argent. Cette maison au bord du lac t'a été offerte? Non, ça va demander de l'argent. Est-ce que quelqu'un va te le donner? Non. Tu vas marcher dans la rue, juste marcher dans la rue. Tu as une belle chemise, un beau pantalon. Quelqu'un dit « Hé, viens ici Aaron, j'ai une maison que je veux te donner. » Tu penses vraiment que ça va arriver? Ouais, probablement pas. Ouais. Mark Cuban ne va probablement pas t'appeler aujourd'hui et dire « Hé Aaron, j'ai écouté ton podcast. J'ai une maison au bord d'un lac à Gainesville, Floride, que je veux t'offrir pour ton bon travail. Mais ça n'arrivera probablement pas. Si oui, tant mieux. Mais pourquoi aimer cela serait-il si mauvais? Qui nous vend ces idées? Moi j'adore l'argent, vraiment. J'ai appris ça de Jim Rohn. Je crois que c'était Jim Rohn. J'adore Jim Rohn d'ailleurs. Et donc quand je peux te le prouver. Donc quand je prends mon portefeuille, il y a de l'argent. Je crois que c'est Jim Rohn ou peut-être Zig Ziglar qui me l'a appris. En tout cas, quelqu'un me l'a appris. Mais quand tu ranges ton argent, tu le ranges bien. Je n'invente rien sans vouloir manquer de respect. On respecte l'argent, non? Regarde ce que je fais. 1, 10, 20, 20, 20. Regarde comme ils sont tous en ordre, non? Ouais. Et donc, au lieu d'être tout froissé et tout, regarde, c'est un petit truc que j'ai appris. C'est comme ça et j'ai commencé à le faire. Ce n'était pas du genre tu fais ça, donc tu vas devenir riche. Mais ça m'a fait réfléchir au respect de l'argent, au respect du flux de trésorerie, au respect de la comptabilité. Donc c'est une petite chose que tu fais tous les jours, parce que tu ouvres ton portefeuille. Tous les jours. Par exemple, si tu vas à la station-service, oui, tu sors ton argent, tu paies, et ensuite tu dois le réorganiser à nouveau, avec respect. Avec respect. Donc, il y a une façon intéressante dont ça a été présenté. Si tu essaies de créer une entreprise, ce n'est pas comme si on actionnait un simple interrupteur. Ce n'est pas un seul changement. Ce sont des milliers de micro-ajustements. Et quelqu'un voit, tu sais, le point A et le point B qui ont été atteints. Dans ton cas, quelqu'un peut juste voir la faillite, voir un nombre imminent de concessions, mais en réalité, il y a 1000 ajustements différents. Et ce que j'entends aussi, c'est que ta façon d'envisager ta relation à l'argent, à la richesse et ce genre d'idées, c'est que l'un des petits ajustements, c'est la façon dont tu ranges ton argent dans ton portefeuille. Un ajustement consiste à passer de l'absence d'affirmation à en formuler une. On peut poursuivre ainsi indéfiniment. Absolument. Oui, garde une trace de ça. C'est comme, si tu veux prendre soin de ta santé, une des choses vraiment simples et efficaces que tu pourrais faire, c'est de te peser tous les jours. Oui, ce serait une chose. Et en même temps, tiens-toi nu devant un miroir. Alors regarde, genre à quoi je ressemble? Ouais, ça a l'air bien. Bon, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Oui, à la maison, pas au centre commercial. Tu peux le faire au centre commercial. Parce qu'il y a sûrement une loi contre ça, tu pourrais avoir des ennuis. Peut-être que tu pourrais... Je plaisante, mais non, ouais, à la maison, ouais. Mais te tenir nu devant le miroir, tu sais? On devrait faire ça? Je pense que oui. Je pense que si la grande majorité de la population américaine se tenait nue devant le miroir, je veux dire, tout le monde ne va pas... Certaines personnes sont dans le déni, mais d'autres vont se dire « Waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu sais quoi? » Je te l'ai déjà dit, non? Les donuts, ce n'est pas un aliment sain. La pizza, ce n'est pas un aliment sain. Les fritos fritas, ce n'est pas un aliment sain. Donc je dois arrêter de faire ça. Je dois manger du brocoli. Hier, au magasin, j'ai acheté du kombucha, mais pas de Coca-Cola.
Le kombucha est une boisson probiotique, idéale pour Jim Shorty, 122 ans en pleine forme, heureux, profitant de beaux moments sur le porche avec toi à 94 ans, discutant aussi avec ma fille, Katie, Lila et mon arrière-petit-enfant. Je ne veux pas manquer ça, n'est-ce pas? Donc tu crois que j'ai vraiment tout envisagé? Et tu crois que je vais continuer? Oui, absolument. Alors, on termine chacune de ces interviews, Jim, par un défi pour le public. C'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en œuvre dès le lendemain, la semaine suivante ou le mois suivant. Tu as déjà partagé beaucoup pendant cette interview, mais comme c'est ta dernière prise de parole, que voudrais-tu dire au public? Quel défi personnel aimerais-tu leur lancer? Tu as payé combien pour ce livre déjà? Je vais dire que c'était 12 $, peut-être 15 $ pour être prudent. D'accord, ce que je veux que le public fasse, c'est que vous alliez acheter ce livre pour 15 $. Et en fait, il y a 2 livres. Il y a un autre livre au dos qui est en réalité encore meilleur. C'est Comment obtenir ce que vous voulez. Mais c'est intriguant, non? Comment obtenir ce que vous voulez? Eh bien, je veux savoir ça. Comment j'obtiens ce que je veux? 122 années saines, heureuses et vraiment formidables. Comment je fais ça, n'est-ce pas? Donc mon défi, c'est d'obtenir ce livre, premièrement. En fait, j'ai 3 défis. D'accord, allez-y. C'est 10 $. En fait, 10 $. J'en prends 2. Alors, premièrement, je veux que tu achètes le livre pour 10 $. Deuxièmement, je veux que tu le lises 3 fois. 3 fois. Je veux que tu prennes un stylo, un crayon, un surligneur et que tu analyses vraiment ce livre en profondeur. Je vais te donner mon adresse email, jimshorkey1957@gmail.com. Tu l'as, Aaron, tu peux la mettre dans les notes de l'émission. Super année. Et je veux que tu m'envoies un email avec toutes les questions ou désaccords, tous les problèmes que tu as avec le livre. Et ensuite, je ferai une vidéo Facebook en direct basée sur ces emails que je recevrai dans le cadre de ce défi. D'accord? Ils diront « Oui, voici ce qu'Aaron a dit à ce sujet. Et voici comment j'analyse cela. Et voici ce que Anna a dit à ce sujet. Et voici ce que j'en pense. » Non, Anna, tu t'es trompée. Tu n'as pas compris, tu as mal interprété, n'est-ce pas? Je connais vraiment bien ce livre. Et donc, voilà mon défi. Procure-toi le livre, lis-le 3 fois, puis envoie-moi un email pour me dire que je raconte n'importe quoi. D'accord, je peux encaisser, je vends des voitures, j'ai la peau dure, mon frère. La prochaine étape pourrait être la plus difficile. Et j'aimerais ça, dis-moi que je raconte n'importe quoi. N'hésite pas à me contredire. Et d'ailleurs, comme je m'y attendais, tu n'avais absolument aucune chance d'accepter mon défi. Quel était mon défi? Arrête-moi. Toi, ouais. Je savais que tu ne le ferais pas. Peut-être pour la prochaine fois. J'en doute, je suis vendeur de voitures, je vais vite, oh, je passe en coup de vent, mec. Ouais, non, tu ne m'auras pas. Eh bien, je vais relever ce défi à un moment donné et on refera ça. Mais j'apprécie que tu aies pris le temps. Non, mec. Je vous aime, vraiment. Je vous aime tous. C'est fantastique. C'est génial d'être ici. On vient d'avoir une discussion profonde avec Jim Shorty. J'espère que tout le monde passe une journée fantastique. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de mon interview avec Jim. Si ça vous a plu, vous aimerez aussi notre interview avec Jason Wolf, qui est passé de la vie dans sa voiture à la vente de l'une de ses entreprises pour 120 millions de $. Allez voir ça.